Première proposition d'Alain Savary pour unifier le système éducatif, possibilité pour tous les parents du public comme du privé de choisir entre plusieurs établissements. La réaction en direct du spécialiste de l'épiscopat, Monseigneur Honoré, évêque de Tours. Municipal, une rencontre Jospin-Marchais mercredi, lancement aujourd'hui de la campagne de Paul Quilès contre Jacques Chirac, son adversaire dans le 13e arrondissement, le RPR Jacques Toubon. Terrible drame à Caracas, plus de 100 morts dans l'incendie d'une centrale thermique, plus d'électricité ni de téléphone dans la capitale du Venezuela. Et puis l'échec de la conférence de l'OPEP, pas de stratégie contre la dégradation du prix du pétrole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de développer ces grandes têtes de chapitre d'une actualité, vous le voyez, très fournie ce soir, un mot sur les inondations en France, car la situation ne s'est pas arrangée, loin de là. Dans la plupart des régions, vous allez le voir, l'eau n'a cessé de monter. Le détail tout de suite avec Gérard Rinet. Le sud-ouest est encore ce soir la région où la situation est la plus préoccupante. Le niveau des eaux est encore monté aujourd'hui dans les bas quartiers de la ville de Saintes, inondés depuis une semaine par la crue de la Charente. Cet après-midi, la rivière a atteint 6,30 m alors que la cote d'alerte est de 4,60 m, entraînant ainsi le déclenchement du plan Orsec. Dans l'est de la France, le plan Orsec demeure en vigueur dans la région de Vesoul, où de nombreuses routes sont encore coupées. En Alsace, la pluie a en revanche cessé. Le Rhin et les principales rivières sont en décrue, mais la navigation sur le Rhin est toujours interrompue sur une vingtaine de kilomètres. En Lorraine, la neige a remplacé la pluie, mais la décrue est amorcée. Dans le Loiret, on ne compte plus les routes inondées, les ponts interdits à la circulation et les dizaines d'habitations évacuées. Les sauveteurs n'ont toujours pas retrouvé le corps d'un homme de 68 ans, emporté dimanche matin par les eaux. Paris et la région parisienne, enfin, ne sont que relativement épargnés. La Seine pourrait atteindre demain 4,60 m. La voie express rive gauche est complètement fermée à la circulation. Et en Seine-et-Marne, seul le Grand Morin a connu une décrue. Tous les autres fleuves du département poursuivent, eux, leur crue en amont de Paris. Deuxième gros titre de l'actualité politique ce soir, un sujet qui dépasse largement les états-majors et qui vous concerne tous, sujet passionnel s'il en est, l'unification du système éducatif. Traduction plus claire encore, quelle place désormais donner dans ce pays au privé et au public? C'est à cette question que le ministre de l'Éducation, Alain Savary, a donné cet après-midi un commencement de réponse, un commencement seulement. Il ne s'agit en effet que de propositions destinées à servir de base à une négociation avec les différents partenaires dès le mois prochain. Alors beaucoup d'intentions générales dans ces propos, un certain jargon technocratique également dans la note destinée aux journalistes. C'est la raison pour laquelle Dominique Laury va nous traduire très concrètement ces propositions. Et tout d'abord, Dominique, la modification de la carte scolaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, avant toute chose, je voudrais donner une précision. Vous savez qu'actuellement, les parents de l'enseignement privé ont le libre choix des établissements et dans le public, que cela dépend uniquement du domicile et on ne peut rien changer. Alors, à l'avenir, les parents, publics et privés confondus, pourront choisir l'école dans le cadre d'un groupement d'établissements. Que signifie exactement ce groupement? Est-ce que ça sera un quartier, un arrondissement, un canton? Tout cela dépendra bien entendu de la négociation. Alors ça veut dire que donc dans le public, il y aura un peu plus de choix, désormais de liberté de choix pour les parents, mais en revanche dans le privé, il y en aura moins. Absolument. Alors deuxième grosse proposition, les écoles privées sous contrat seront intégrées à terme dans le secteur public, sous le nom d'établissement d'intérêt public. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien écoutez, les écoles privées sous contrat seront intégrées à terme, cela veut dire que ce n'est pas pour demain. Alors, ils garderont une certaine autonomie, mais avec un nouveau statut juridique, à la direction de ces établissements, des associations, des représentants des établissements, les collectivités locales et puis bien entendu l'État. Il y a un gros chapitre sur la décentralisation aussi. Alors la décentralisation, c'est important parce que ça rentre dans le cadre de la politique actuelle du gouvernement. Tous les établissements publics ou ex-privés auront beaucoup plus de responsabilités, un programme pédagogique national, cela ne change pas, mais une certaine autonomie appelée projet d'établissement.
Alors maintenant, parlons des enseignants, de l'enseignement privé. Ils seront à terme fonctionnaires. Ils seront intégrés dans la fonction publique, mais encore une fois, tout cela dépend des négociations. Et si j'ajoute un tout petit mot, c'est une négociation qui sera longue et peut-être difficile. Ça, on peut en être sûr. Alors, ça, c'est donc les propositions du moment, propositions bien entendu sous-tendues par une intention politique, mais apparemment à 3 mois des municipales, Alain Savary, vous allez l'entendre, a choisi un ton, disons, très modéré. L'objectif de cette entreprise n'est pas de contraindre. Il est de procéder par étapes à une rénovation d'ensemble du système national d'enseignement, de construire les bases de son unité sans céder à l'uniformité, de donner à l'acte éducatif une dimension globale qui relie acquisition du savoir et développement de la personnalité, de répondre enfin, dans les meilleures conditions, aux besoins, aux souhaits et aux difficultés des enfants dont le service public assume la responsabilité, dans le respect des principes fondamentaux d'égalité et de laïcité réaffirmés par l'article 2 de la Constitution. Alors les réactions vont succéder sur nos téléscripteurs dans les heures à venir. D'ores et déjà, le SNI et la Fédération Andrieux sont plutôt satisfaits. En revanche, le mouvement des jeunes pour la liberté de l'enseignement pense que ces propositions ne peuvent servir de base honnête à de réelles négociations. Le CFTC aussi s'inquiète, la CFTC se demande si ce schéma de M. Savary ne va pas sonner le glas des contrats et si ce n'est pas une structure un peu hybride à influence dominante de l'État. Et la question se pose, dit la CFTC, de savoir si une négociation est désormais possible sur de telles bases. Alors, avec nous sur ce plateau, Monseigneur Honoré, l'évêque de Tours, spécialiste de ce dossier, au sein de l'épiscopat. Est-ce que vous posez les mêmes questions que la CFTC? Est-ce que vous vous demandez si vous allez réellement négocier avec le ministre? Je pose effectivement la question de savoir si le projet de M. Savary est un projet de compromis ou s'il constitue une réelle menace. Et je crains, à lire les différentes dispositions de ce texte, qu'effectivement, il nous place dans une situation qui conduise, j'allais dire presque mécaniquement, vers une certaine intégration. Et c'est pourquoi je partage parfaitement les inquiétudes qui ont pu se manifester de part et d'autre des différents organismes. Vous voyez à terme la disparition de l'enseignement privé? Cette menace n'est pas exclue dans les dispositions actuelles, tout au moins dans les propositions du ministre, dont la logique, me paraît-il, à travers un certain nombre de libellés du document, dont les dispositions conduisent à l'intégration. Est-ce que vous allez conseiller à l'enseignement catholique de ne pas aller à la négociation? Je dirais d'abord que c'est aux instances de l'enseignement catholique, enseignants et parents, de se concerter pour étudier le texte d'une façon plus approfondie, plus sereine peut-être, et de conclure à l'opportunité d'engager une négociation sérieuse. Pour ma part, et je pense ici exprimer l'opinion de l'ensemble des évêques, nous ne serions évidemment que solidaires de la décision prise par ces différentes instances. Mais vous seriez partisan de la politique de la chaise vide, de ne pas participer? Il est très possible que sans un certain nombre d'assurances, la négociation soit d'avance condamnée et il est inutile d'amuser l'opinion. C'est la raison pour laquelle l'hypothèse de la chaise vide n'est pas à exclure. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans toutes ces propositions? Est-ce que c'est la modification de la carte scolaire, c'est-à-dire une moindre possibilité pour les parents de choisir l'école? Ce qui m'inquiète d'abord, n'est-ce pas, c'est que ce texte a été préparé sans aucune concertation avec les instances de l'enseignement privé. Pourtant, vous avez été reçus vous-même. Nous avons été reçus. Il reste que les propositions qui nous sont faites n'ont été l'objet d'aucune concertation préalable entre partenaires. Autrement dit, est-ce que c'est un texte qui est une sorte de main tendue, un texte de compromis ou un texte de menace? Alors cette négociation, si elle s'engage, puisque le ministre souhaite qu'elle s'engage, et si vous y participez, qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Nous n'accepterons certainement pas un texte qui nous mette sur le toboggan qui conduirait vers l'intégration. Le dispositif, je constate d'abord que tout le dispositif laborieusement étudié et mis en œuvre
éprouvé depuis 20 années des lois Germer et des lois Germer et Debré se trouve aboli, que deuxièmement, un nouveau dispositif se présente, le gouvernement prend la responsabilité de modifier radicalement les rapports de l'enseignement privé à l'enseignement public. C'est un débat qui mérite certainement une très grande attention et pour ma part, je ne puis que traduire une certaine inquiétude, car encore une fois, les dispositions qui nous sont présentées n'offrent pas un cadre suffisant pour une négociation qui permettrait de garantir l'avenir. Bien, merci Monseigneur. Je retiens de vos propos donc que vous n'êtes pas sûr de participer à une négociation avec le ministre et que vous inquiétez pour la liberté de l'enseignement en France désormais. Avant de poursuivre l'examen des dossiers politiques du jour, un petit dossier, un petit détour, disons, en tout cas, par un sujet annexe, la protection du président de la République. Un certain nombre de rumeurs ont fait état du prochain remaniement de cette protection personnelle. L'Élysée les a jugées à la fois excessives et prématurées. Il s'agissait surtout de remplacement de policiers par des gendarmes spécialisés. Des décisions qui pourraient être prises dans les jours à venir et sur lesquelles Bernard Pradino a enquêté. La sécurité des chefs d'État est une question d'intérêt public, dans le monde entier et en France bien entendu. Qu'un chef d'État, clé des institutions, soit parfois menacé est une donnée réelle de la vie d'un pays. Regardez cet homme, il s'approche de la voiture du président, il est menaçant, mais ceinturé par les CRS. Le président est indemne. Mais vous l'avez compris, il s'agit d'une simulation filmée à Fos-sur-Mer. Les CRS jouent tous les rôles, on répète une méthode. Il est vrai que les exemples d'attentats ne manquent pas, on se rappelle les plus récents contre M. Sadat, M. Reagan ou le pape Jean-Paul II. On parle aujourd'hui d'améliorer la sécurité de M. Mitterrand, ou plutôt de la renforcer, avec un groupe de gendarmes triés sur le volet qui partageront cette responsabilité avec la police nationale, le service des voyages officiels, les VO, qui assurent déjà cette tâche. Lorsqu'il voyage, M. Mitterrand est surveillé, protégé par un dispositif rapproché. Il s'agit toujours des VO. Ils sont 4 autour du président, 4 un peu plus loin. Il y a d'autres rideaux de protection dans la foule, dans les immeubles. Le service de déminage est passé auparavant, tout est contrôlé, voitures, avions, bagages et même cadeaux. Un incident peut se produire. Au Parc des Princes, par exemple, le jour de la finale de la Coupe, un inconnu s'est approché de M. Mitterrand pour lui donner une rose. Ce soir-là, c'est le chef lui-même de la sécurité personnelle, donc rapproché du chef de l'État, qui a ceinturé l'homme. Comment avait-il franchi les rideaux successifs? On ne le sait pas bien. En août dernier, le commandant Proutot, le super gendarme, est chargé d'une mission à l'Élysée. Comment renforcer la sécurité? Analyse, étude comparative, puis conclusion. De Rami 3 à tous, arrivée imminente. Il faut, dit-on à l'Élysée, que gendarmes et policiers cohabitent dans l'entourage du président. Cohabitent ou rivalisent? Des syndicats de policiers pensent qu'on leur préfère les gendarmes, donc qu'on les juge insuffisants. Or, disent-ils, notre entraînement et nos groupes d'élite sont aussi sûrs que ceux des gendarmes. On ne sait pas encore ce soir combien de gendarmes vont arriver à l'Élysée et quand. On connaît leur chef. Le capitaine Le Carreau a été formé au GIGN du commandant Proutot. Municipal, nouvelle rencontre Marchais-Jospin mercredi après-midi. Le dernier comité directeur du PS avait limité à 11 le nombre des primaires dans les villes de plus de 30 000 habitants où le maire sortant est communiste. Par ailleurs, le maire socialiste de Tourcoing a annoncé qu'il ne se représentait pas. Et puis surtout, la bataille de Paris a pris un tour nouveau avec le départ en campagne de Paul Quillès face à Jacques Chirac. Premier thème de cette campagne, je serai un maire à temps complet. Paris ne peut se contenter d'un maire à temps partiel. Quelles que soient les capacités d'un homme, il arrive un moment où le cumul des fonctions et des responsabilités interdit de mener de front toutes les tâches. Entendre M. Chirac parler en Corrèze de ses mandats de député et de conseiller général, à voir le président du RPR mener tambour battant son parti, il est bien clair que la gestion des affaires parisiennes constitue pour lui une activité secondaire. Paris n'est pour lui, il s'en cache à peine, qu'un tremplin vers d'autres fonctions, vers une autre destinée. Pour ma part, et j'en prends l'engagement, je serai un maire à temps complet.
Paul Kiles, qui n'a pas voulu parler de celui qui sera son adversaire dans le 13e arrondissement, l'une des têtes du RPR, Jacques Toubon, qui explique pourquoi il est venu affronter le leader socialiste dans cet arrondissement. Moi, je ne me présente pas contre qui que ce soit, chez Kiles ou qui que ce soit d'autre. Je me présente pour le 13e, c'est-à-dire pour demander aux électeurs du 13e arrondissement leur confiance pour que la majorité dans le 13e arrondissement soit main dans la main avec la majorité municipale du Conseil de Paris. Je crois que c'est tout à fait aussi simple que cela. Il n'y a pas de question de personne. Je défendrai la gestion qui a été menée depuis 6 ans. Et je la défendrai en m'appuyant sur le sentiment des Parisiens, qui, vous le savez très bien, de manière générale, considèrent que cette gestion a été bonne ou même très bonne. Donc bataille qui laisse Toubon dans le 13e après un autre affrontement de haut niveau dans le 18e, Jospin-Juppé. Du pain sur la planche pour les 9 membres du Conseil constitutionnel qui, comme chaque année à pareille époque, vont avoir des devoirs de vacances de Noël. Ils ont été saisis par l'opposition sur un grand nombre de textes, à commencer par l'organisation administrative de Paris, justement, de Lyon et de Marseille, des conseils municipaux dans les territoires d'outre-mer, de la nouvelle école nationale d'administration et de la loi de finances, par exemple. Ceci alors que la session ordinaire de l'Assemblée nationale va se clore dans quelques heures. Députés et sénateurs n'auront pas chômé depuis l'automne. Les sénateurs se seront plus particulièrement fait remarquer par une opposition souvent vigoureuse à de nombreux textes en provenance du gouvernement. C'est une enquête de Daniel Brem et de Jean-Louis Le Sen. Le Sénat a-t-il encore une utilité? C'est la question qu'on peut se poser après 20 mois d'exercice du pouvoir socialiste, car en fin de compte, même si la droite, majoritaire dans la Haute Assemblée, s'oppose aux projets de loi gouvernementaux, c'est toujours l'Assemblée nationale, à majorité de gauche, qui a le dernier mot. Au cours d'une seule session du Sénat, 17 textes ont ainsi été dénaturés, quand ils n'ont pas été purement et simplement refusés par le biais de la question préalable qui empêche toute discussion. Ce que nous voulons, c'est que le Parlement puisse jouer tout à fait librement et démocratiquement son rôle. Mais ce qui est très néfaste, justement, c'est que la droite, en posant toutes les questions préalables comme elle le fait, avant même que la discussion ait pu avoir lieu, ne permet pas à cette Assemblée de délibérer démocratiquement et surtout de faire des propositions, ce qui est le rôle du Parlement. Opposition systématique, non, disent en chœur les groupes de la majorité sénatoriale, il s'agit simplement pour nous de faire entendre la voix de la raison. Et Dieu sait qu'en matière de pondération, les sénateurs sont des connaisseurs. Tout le temps que le gouvernement nous fera des propositions que nous estimons néfastes pour le pays, je pense que c'est le devoir du Sénat de le dire clairement. Ici au Sénat, nous sommes désireux d'un dialogue, mais encore est-il qu'il faut qu'on tienne compte des avis que nous émettons. Nous disons que la politique économique qui est menée, et d'ailleurs les faits aujourd'hui le démontrent, est mauvaise et qu'il faut que le gouvernement change d'attitude. Mais l'utilisation de la question préalable n'est pas le seul motif d'irritation de la gauche au Sénat. Les socialistes qui, sous le précédent régime, ont, c'est vrai, parfois voté les textes du gouvernement, se plaignent aujourd'hui de l'ostracisme des sénateurs RPR et UDF. Il arrive parfois que nous sommes les plus nombreux, nous, les gens de gauche, en séance. Et alors nous votons contre les amendements qui vont contre le texte, qui vont à l'encontre du texte gouvernemental. Alors, les gens de droite qui sont les moins nombreux demandent un scrutin public. Comme ça, nous sommes toujours battus. Ça aussi, ce sont des méthodes de démocratie qui devraient disparaître de cette maison, car ça, c'est donner un blanc-seing à l'absentéisme. Et il est vrai que l'absentéisme ici sévit autant, sinon plus, qu'à l'Assemblée nationale, du moins en séance publique. En attendant, même les gaullistes vont jusqu'à regretter certaines dispositions de la Constitution. Aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de renverser le gouvernement, mais il est de notre devoir de, chaque fois que nous le pouvons, de voter des textes lorsqu'ils sont raisonnables, de les amender lorsqu'ils nous paraissent amendables, et lorsqu'ils ne nous paraissent ni raisonnables ni amendables, de les refuser. À charge pour le gouvernement et l'autre assemblée de jouer leur rôle, et que nous savons très bien où s'arrêtent les limites de nos pouvoirs, mais ce n'est pas parce que ces pouvoirs sont limités que nous n'entendons pas les assumer. Pendant ce temps, le 5e groupe politique du Sénat, car il y en a 5 ici, tire la sonnette d'alarme. La gauche démocratique s'insurge publiquement contre le clivage gauche-droite, même si elle admet qu'on n'en est pas encore à l'opposition Sénat-pouvoir du temps du général de Gaulle. Je ne pense pas que ce soit exactement la même chose, car je pense qu'à cette époque,
le blocage était peut-être encore plus grand. Car vous savez que ne venait au Sénat qu'un secrétaire d'État qui n'avait aucune compétence sur les textes qui étaient en discussion. Là, ce n'est pas le cas. Les ministres viennent, s'expliquent longuement, et c'est pour ça que je pense que le Sénat aurait tout intérêt à avoir quelquefois une opposition plus constructive. Discrètement, et à droite comme à gauche, certains sénateurs souhaiteraient bien jouer les colombes. Mais aujourd'hui, dans la vie politique française, l'antagonisme est tel qu'ils campent tous sur leur position dans le dernier bastion institutionnel de l'opposition nationale de l'après-mai 81. Économie, hausse moyenne d'un peu plus de 5% des cigarettes et du tabac à partir du 24 janvier, très précisément. Les Gauloises à 4 francs, les Gitanes à 5 francs 10. 50 milliards de besoins de financement sur 3 ans, c'est ce que viennent de demander les entreprises nationales au gouvernement en lui remettant leur plan pluriannuel. Enfin, André Bergeron chez François Mitterrand ce matin, les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis 10 mois et le secrétaire général de Force ouvrière a réinsisté une fois de plus sur l'importance de la politique contractuelle. Et puis il s'est inquiété des conséquences du décret sur les économies en matière d'assurance chômage, pas clair et dangereux, a-t-il dit. Une des questions qui se pose est de savoir si les dispositions de ce décret s'appliqueront à ceux qui perdront leur emploi à compter du 1er février ou si elles s'appliqueront également à ceux qui sont en cours d'indemnisation. Cette affaire est d'importance, elle a soulevé une émotion considérable, après l'émotion que vous savez concernant la mise en cause de la pré-retraite. Des réunions sont actuellement en cours en vue d'interpréter le décret pour tenter d'en adoucir certaines des dispositions. J'espère que ces discussions aboutiront assez rapidement et permettront d'en sortir. En tout cas, j'ai profité de mon entretien de ce matin avec M. François Mitterrand pour attirer son attention sur l'émotion soulevée par cette affaire. Je reçois un courrier comme je n'en ai jamais reçu depuis que j'assume des responsabilités syndicales, c'est-à-dire depuis 35 ans. Autre invité du président de la République un peu plus tard, M. Tchervonenko, ambassadeur du RSS en France, qui quitte son poste à la fin de l'année. Pas de déclaration à sa sortie de l'Élysée. Manifestation ce matin à Paris de 400 salariés de la Société Générale de Fonderie, qui emploie 11 000 salariés et qui a décidé une compression de personnel qui met en cause 3 800 emplois. La SGF veut fermer 7 usines dans un secteur qui connaît de nombreuses difficultés. Enfin, dernier sujet économique de ce chapitre, la fin de la réunion de l'OPEP tout à l'heure à Vienne. Fin sur un constat d'échec relativement maquillé, mais les exportateurs de pétrole n'ont pas réussi à élaborer une stratégie commune. Alors que vous le savez, il y a en ce moment trop de pétrole brut dans le monde, mais pour autant, malheureusement, ça ne va pas faire baisser le prix des carburants que nous payons. À Vienne, Laurence Auermann. La conférence de l'OPEP s'est terminée cet après-midi par un échec qui risque d'être lourd de conséquences tant pour les pays producteurs que pour les pays consommateurs. Les 13 ministres de l'OPEP se sont engagés à prendre les mesures nécessaires pour défendre le prix du pétrole. Les mesures nécessaires, c'est vague. Ils ont aussi décidé qu'en 1983, la production totale de l'OPEP ne dépasserait pas 18,5 millions de barils par jour. Ce plafond, c'est plus précis. En revanche, les membres de l'OPEP n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la manière de répartir entre eux cette production totale. Autrement dit, sur les quotas de production attribués à chaque pays, tant pour l'Arabie Saoudite, tant pour le Venezuela, tant pour l'Iran, etc. 13 pays. Il faudra, disent les 13, de nouvelles discussions pour cela. Alors là, c'est l'échec parce que rien n'est réglé. C'est la porte ouverte à l'indiscipline, à de nouveaux dépassements, à de nouveaux surplus de pétrole et donc à de nouvelles baisses de son prix. Si, aussitôt l'hiver passé, la production de pétrole brut excède à nouveau la demande, alors le prix baissera. À court terme, cela peut alléger notre facture pétrolière, mais un effondrement du prix du pétrole provoquerait surtout une grave crise financière internationale, sans pour autant sortir l'économie mondiale de la récession. Alors l'échec de cette conférence de l'OPEP, c'est un inquiétant plongeon dans l'inconnu. Le reste de l'actualité à l'étranger, en quelques télégrammes, l'envoi des troupes britanniques au Liban, 200 soldats environ pour renforcer la force multinationale. Jusqu'alors, Londres n'était pas partie prenante.
La reconnaissance par la Chine, et c'est important, du droit d'Israël à l'existence, à condition que l'État juif se retire des territoires arabes occupés. C'est la première fois que le Premier ministre chinois fait pareille déclaration. La condamnation de l'URSS par le tribunal permanent des peuples qui a siégé à Paris, condamnation pour violation des règles du droit de la guerre en Afghanistan. Je vous rappelle que les principaux dirigeants afghans sont aujourd'hui à Moscou, où les cérémonies du 60e anniversaire de l'URSS ne donneront lieu, dit-on, ni à l'élection du nouveau chef de l'État, ni à la confirmation d'une amnistie. Enfin, une tempête d'accusations contre la Bulgarie, aujourd'hui à la Chambre des députés italienne. 4 ministres ont confirmé la plupart des reproches faits à Sofia. Et puis, toujours à l'étranger, 2 catastrophes. En Angleterre, une collision entre 2 car ferries, 6 morts. Et à Caracas, un terrible incendie dans une centrale thermique. Cette fois-ci, plus de 100 morts. Isabelle Béchler. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé à la centrale thermique de Tacoa, à 40 km de Caracas. Les pompiers vénézuéliens pensent même qu'il y en a encore pour plusieurs jours, le temps que le carburant s'épuise de lui-même. La catastrophe a commencé hier matin, dimanche, avec l'explosion d'un réservoir de 4500 tonnes d'hydrocarbures pendant une opération de remplissage. 2 ouvriers sont morts. Quelque temps après, alors que les pompiers étaient déjà sur place avec la presse, un deuxième réservoir de 15 000 tonnes, celui-là, a explosé, tuant sur le coup notamment une 50aine de pompiers et une dizaine de journalistes. L'incendie s'étendait sur 250 mètres alentour et de nombreux habitants des quartiers voisins ont été intoxiqués ou brûlés jusque dans leur maison ou jusque sur la plage toute proche. Des dizaines de maisons ont été détruites, 40 000 personnes évacuées sur 20 km² à la ronde. Le bilan est terrible, plus de 100 personnes sont mortes, plus de 1000 sont blessées et à Caracas, la capitale, 4 millions de personnes sont toujours privées d'électricité. Il y avait beaucoup de houle et un vent force 9 au large du port de Harwich en Angleterre quand le European Gateway, que l'on voit ici couché par tribord, a été éperonné par un transbordeur de train venu de Zeebrugge en Belgique. La voie d'eau très importante a inondé la salle des machines en quelques minutes. Malgré le calme des gens du bord, les canots de sauvetage n'ont pu être mis à la mer comme ils auraient dû et tous les gilets de sauvetage n'étaient pas accessibles. Bilan, 5 morts, un disparu probablement mort et plusieurs blessés graves. À bord du Speedling Vanguard, responsable de la collision, il n'y a pas eu de blessés. Gracien Tonal, ancien champion d'Europe de boxe, gardé à vue ce soir à Marseille. Il est soupçonné de proxénétisme. Il avait été condamné à la prison il y a 5 ans pour avoir tué, en état d'ivresse, un gardien de la paix dans un accident de la circulation. En ski, la victoire de l'Autrichien Franz Klammer dans la 2e descente de la Coupe du Monde à Val Gardena. C'est son 24e succès dans la compétition. À 29 ans, vous le voyez, l'ancien champion olympique de la spécialité effectue donc un retour en force et s'empare de la tête du classement de la Coupe du Monde. Le premier Français à Val Gardena n'est que 23e. Et puis Yannick Noah figure désormais à la 10e place du classement de l'association des joueurs de tennis professionnel, l'ATP, toujours en tête McEnroe devant Connors et Lendl. La météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré. C'est aussi simple à dire qu'à entendre, voici l'hiver. Et oui, l'hiver attaque. Regardez la photo satellite, c'est assez simple à comprendre. Vous voyez cette tempête là depuis plusieurs jours qui nous intéresse glisse progressivement vers le sud-est, mais ici, cette mer de cumulonimbus avec des éclaircies entre les nuages arrive sur la France avec de l'air du nord-ouest venu en droite ligne du Groenland. Et l'air du Groenland, croyez-moi, ça n'est pas chaud. La carte pour demain, pour comprendre ce qui va se passer en France, eh bien c'est assez simple. C'est des nuages partout avec des éclaircies en alternance, pardon. Donc beaucoup de nuages accompagnés de pluie, de grêle, de neige en montagne, mais aussi en plaine et de plus en plus bas au fur et à mesure que la journée va se dérouler, du froid et du vent de nord-ouest fort sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche. Voilà, possibilité d'orage également en Corse, donc c'est du très mauvais temps. C'est les températures qui sont les plus intéressantes. Elles sont en baisse, elles s'effondrent même. Le minimum c'est 5 degrés dans le nord, le nord-est, le nord-ouest. Le maximum 12 degrés en Corse. Mais vous voyez qu'il y a très peu de différence entre le nord et le sud. Il y aura de moins en moins de différence entre le nord et le sud. Et je peux vous dire qu'après-demain, nous aurons des gelées très fortes le matin et des températures très très fraîches l'après-midi. Demain, le mardi 21 décembre, 1 minute de soleil en moins à partir de marché. Levé 8h43, couché 16h54. Et c'est la Saint-Pierre catégorie Canisius. 23h15, votre dernier journal vous sera présenté par Martine Laroche-Joubert, toute seule, comme une grande, qui développera notamment la principale information de la journée, c'est-à-dire
les premières propositions que le ministre Alain Savary fait pour unifier le système éducatif. Possibilité pour tous les parents du public comme du privé de choisir entre plusieurs établissements, mais à terme l'intégration dans un vaste système unifié. La réaction en direct du spécialiste et du représentant de l'épiscopat, Monseigneur Honoré, l'évêque de Tours, vous l'avez entendu, était très critique. Il se demande même s'il va participer aux négociations que souhaite entamer Alain Savary à partir du début de l'année prochaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20 h. Bonne soirée à tous.